Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle réunion de Chantier de France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la distribution et plus particulièrement à la gestion de la crise de l'offre à laquelle les distributeurs sont confrontés. Pour évoquer le sujet avec nous ce matin, 4 professionnels de la profession. Jean-Michel Van de Velde, président de Van de Velde, bonjour et merci de nous avoir rejoints de votre sud-ouest avec quelques complications. Philippe Papin, président de Touflin MTP, bonjour et merci d'être là ce matin. Vincent Lemoine, directeur général de JCB Grand Paris et Jean-Christophe Savoyer, directeur général de Liber Distribution Service. Merci à tous les 4 d'être là. Jean-Michel, est-ce qu'en ce début d'année, les difficultés d'approvisionnement et les délais de livraison s'améliorent dans votre région? Globalement, on peut dire que les choses se détendent un petit peu après une longue période où il a fallu gérer l'attente. Pour autant, ça nous a certainement appris à mieux gérer les commandes de long terme, à mieux travailler sur la gestion de nos flux commerciaux. Et donc une expérience intéressante qui nous permet de voir la situation plus sereinement s'améliorer lentement. Des commandes de long terme dans une période où on n'a pas vraiment une visibilité à long terme, où place-t-on le curseur? Il y a toujours une prise de risque, éventuellement, mais par contre, on a quand même aujourd'hui, avec tous les systèmes, notamment les CRM que nous nourrissons de toutes les informations, des idées assez fortes sur la volonté des clients en termes d'investissement. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'est pas trop compliqué de se positionner sur des commandes long terme pour le moment. Pour le moment. Vincent Lemoine, vous êtes nouveau dans la distribution, mais on vous connaît bien puisque vous sévissez dans la profession depuis plusieurs années. C'est votre premier exercice à la tête de JCB Grand Paris. Quels sont à l'heure actuelle vos délais de livraison sur la région? En effet, je partage l'avis qui vient d'être donné, c'est-à-dire que plus on anticipe nos carnets de commandes, ça nous oblige à avoir des machines en stock, en parc. Après, les délais aujourd'hui sont aux alentours de 6 à 8 mois. Voilà. Philippe, c'est ce que vous avez également annoncé à vos clients? Pour nous, en fait, on a dû engager, comme l'expliquait Jean-Michel, pratiquement 50% de notre chiffre d'affaires en commande, en précommande, pour que les délais soient plus courts pour nos clients. Ce qui fait que si c'est des machines qu'on a pu mettre dans la prévision, dans le forecast, on est sur des délais beaucoup plus raisonnables de 3 mois, voire de 4 mois. Par contre, on est sur des machines qui sortent de ces prévisions, qui sont un peu exceptionnelles en termes de taille ou de spécificité. On arrive facilement sur les 8 mois, effectivement. Vous êtes tous les deux des distributeurs expérimentés. Ce n'est pas la première difficulté à laquelle vous êtes confrontés. Elle est cependant assez atypique, tant par son ampleur et sa durée. Est-ce que vous aviez réussi cependant à anticiper cette prise de commande en prévision des demandes de vos clients? Écoutez, on peut dire que oui. Enfin, Philippe sera certainement de mon avis, puisque globalement, nos chiffres d'affaires sont à la hausse en facturation sur les 3 années qui viennent de s'écouler. Donc, même si on a des attentes longues, on s'aperçoit que les volumes sont là et qu'on arrive quand même à facturer des volumes importants de matériel d'une année sur l'autre, et notamment sur 2022, qui va être un excellent millésime. Jean-Christophe Savoyer, comment se pose cette question de délai dans la structure Liber Distribution Service que vous pouvez présenter en 3 mots? Oui, alors effectivement, la société Liber Distribution et Services a été créée au 1er janvier 2022. L'idée étant de sortir de la partie production, puisqu'on a des usines de production à Colmar en France, spécialisées notamment dans la fabrication des pelles sur chaîne hydraulique. Et l'idée, le groupe a décidé effectivement de sortir la partie distribution, parce qu'en réalité, c'est quand même des métiers différents entre la production et la distribution. Et donc la société a été créée début d'année 2022, en regroupant toute la partie terrassement et les autres filiales qui étaient consacrées aux autres branches de la construction dans le groupe Liber. Donc c'est la partie distribution directe de la marque en France. Est-ce que vous avez un passe-droit au niveau des usines ou est-ce que vous avez les mêmes contraintes qu'un distributeur indépendant? Alors le seul passe-droit que j'ai, c'est que je connais bien l'usine, pour y avoir été pendant de nombreuses années. En revanche, on n'a aucun passe-droit en fait. Ça a toujours été traité d'une manière
équivalente, uniforme pour tout le réseau. Et c'est très bien comme ça. Jean-Michel, vous évoquiez un chiffre d'affaires en hausse l'année dernière. Alors, il y a effectivement la partie en valeur, mais il y a également la partie volume. Est-ce que vos carnets de commandes continuent à se remplir en ce début d'année? Effectivement, on démarre, nous on vient de clôturer l'exercice fin février et notre carnet de commandes n'a jamais été aussi important. Donc on peut dire que l'année 2023 s'engage sous d'excellentes augures. Peut-être un petit peu plus, un bémol sur 2024, mais on n'y est pas encore, avec quand même un petit flottement sur les entrées de commandes et sur le volume d'offres. D'accord. Avec des gammes qui sont plus favorisées que d'autres, ou ça vaut pour toutes les familles de produits? Non, quel que soit, je dirais, quels que soient les produits, on est à peu près à l'unisson. Peut-être que le marché du BTP ralentit un petit peu par rapport au marché de l'industrie, dont Philippe pourra certainement parler, donc sur des gammes qui sont traditionnelles, je dirais. On sent quand même un petit ralentissement de la demande. Après avoir connu une forte augmentation des ventes, vous l'évoquiez? Absolument. Bon, 2023 restera une excellente année, puisque nos carnets sont déjà très lourds. Hein. Mais on sent que sur les entrées de commandes pour 2024, il y a un léger ralentissement qui se fait sentir. Philippe? Oui, je confirme le propos de Jean-Michel. Il est clair qu'aujourd'hui, on a un très beau carnet de commandes pour l'année 2023, ce qui fait que ça ne peut pas être une mauvaise année mécaniquement. On sent un tassement sur les offres qu'on réalise aujourd'hui. Si on mesure les offres en glissé, effectivement, on sent un tassement de l'ordre de 17 à 20% du nombre d'offres réalisées. Ce qui veut dire que... Mais par contre, cette offre-là est très disparate. Parce que sur le secteur industriel, les machines en application industrielle, le marché toujours fort est maintenu. Autant sur le marché BTP plus classique, on sent, c'est là que le tassement est vraiment plus significatif. Clairement. Chez Liebherr, vous êtes sur des gammes lourdes, pas de compact. Est-ce que vous sentez ce ralentissement sur le marché des TP? Oui, je confirme effectivement, les entrées de commandes sont plutôt tendance baissière. Je rebondis aussi sur le fait que l'industrie fonctionne encore plutôt bien, et on a une gamme en industrie, on le perçoit en fait aujourd'hui, les places de production pour ce type de matériel sont déjà bien entamées. Sur toutes les agences, puisque vous êtes sur des géographies différentes, sud-est, sud-ouest. Oui, alors c'est vrai, il y a une agence à Paris, il y a une agence dans le sud-ouest, Marseille et puis Colmar. Et effectivement, oui, alors c'est un peu variable. Il y a aussi je pense que l'année 2023 va être aussi un petit peu différente, puisque les chantiers se déplacent un peu. Hein, la région parisienne, l'activité est un peu en baisse. Je pense que du côté de Toulouse, avec le métro, ça va de nouveau rebondir. Voilà, ça tourne un peu. Mais globalement, oui, on est dans la tendance qui vient d'être évoquée. Vincent, vous arrivez sur ce marché en tant que distributeur. Vous avez laissé passer la première partie du Grand Paris. Est-ce que d'ores et déjà, on vous interroge pour la deuxième phase de ce projet? Oui, alors il y a des consultations dans les offres. En effet, comme vous l'avez précisé, Jean-Noël, on a repris récemment, et donc le premier exercice a été de remettre en place une équipe commerciale pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire d'Île-de-France. Donc aujourd'hui, je partage l'avis dans le sens où il y a des consultations, il y a des offres qui sont faites, il y a peut-être des prises de décisions qui ne se prennent pas aussi vite qu'elles se prenaient jusqu'à maintenant. Donc il y a de l'activité. JCB a une gamme très large et qui s'adresse également au monde du TP, mais de l'industrie. On sent que dans l'industrie, ça bouge, il y a de la consultation, donc c'est plutôt encourageant. Sur le TP, on va travailler pour être notamment sur cette deuxième phase du Grand Paris. Vos structures sont traditionnellement, historiquement basées sur la vente de matériel neuf. Au fur et à mesure, vous avez adjoint des prestations, des lignes aux factures. Comment aujourd'hui se répartit dans les grandes masses le volume d'affaires de Van de Velde, Jean-Michel? Écoutez, aujourd'hui, on peut dire que sur le volume global qui frise les 155 millions cette année, enfin 2022, on a 60% qui est tenu par les ventes de matériel, neuf et occasion.
Les 40 autres pourcents sont pour moitié des services aux machines, donc les contrats et les services après-vente traditionnels. Et pour la deuxième moitié de ces 40%, c'est de la location, courte, moyenne et longue durée. Philippe, vous êtes dans ces ratios? Ces ratios sont presque identiques. La seule chose, c'est qu'on ne fait pas de location, nous, de petits matériels. On commence notre location à 14 tonnes. Donc la part de la location est un petit peu moins forte de ce fait-là. Nous, c'est la location, on a 100 machines en parc, mais au-delà de 14 tonnes. Au niveau de tout ce qui est service sur les machines, que ce soit en atelier ou chez le client, est-ce que ça a évolué de manière notable? Oui, tout à fait notable. Aujourd'hui, 80% des matériels que nous distribuons sont vendus avec des contrats. Contrats de station-service ou des contrats full service. L'évolution de l'activité contrat, c'est plus 20 tous les ans à peu près dans le groupe, notamment sur les matériels Volvo, où de plus en plus de clients veulent une prestation globale. C'est-à-dire qu'ils veulent linéariser leurs coûts, et donc c'est un investissement qui est calé avec un contrat d'entretien et réparation. Alors c'est une bonne chose pour votre activité puisque ça assure une récurrence Absolument. de chiffre d'affaires, mais ça implique aussi des moyens d'intervention et de dépannage lourds. D'abord une réorganisation de l'ensemble des services. Oui. Ensuite la spécialisation à travers différentes équipes, des équipes d'entretien, je dirais, de premier niveau, avec un service qui les organise et un deuxième service parallèle de dépannage. Ce dépannage peut être proactif et de plus en plus avec l'injection des data aujourd'hui sur des contrats, puisque nous vendons aussi des nouveaux services qui sont pilotés par la data. Et donc cette deuxième équipe sont plutôt des techniciens dépanneurs qui sont eux aussi pilotés par une deuxième plateforme qui est parallèle à la plateforme des techniciens d'entretien. D'accord. Au niveau du taux de service associé à une vente de matériel, est-ce que vous avez un plafond où vous pensez qu'il y a encore une petite marge de progression et pourquoi pas tendre vers le 100%? Ça sera du 100% dans les années qui viennent. À quel horizon? Nous, on a fixé ça à peu près à 4-5 ans, parce que l'accélération est forte. Et on passe même aujourd'hui d'une situation investissement et contrat à une situation de proposition de location longue durée. Donc prestation globale, financement compris. Ça aussi, c'est une tendance que nous estimons être une tendance lourde et sur laquelle on met aussi des moyens pour être présent dans les marchés de demain. Vous l'aviez vu venir, en tout cas un petit peu anticipé, ce qui veut dire que vous y êtes préparé. Est-ce qu'aujourd'hui, face à cette réalité du marché, certains distributeurs qui n'auraient pas anticipé ou préparé se préparent à des jours difficiles? En tout cas, je pense que pour eux, il est largement temps d'y penser. Parce que, bon, mes amis et collègues qui sont autour de la table ne me contrediront pas, la tendance lourde aujourd'hui, c'est quand même à des investissements d'usage. La propriété est un petit peu derrière nous. Et nos clients aujourd'hui nous demandent beaucoup d'autres services, notamment chez Volvo. On est aujourd'hui capable d'assister les clients dans la façon dont ils font leur chantier, la façon dont ils gèrent leur parc, la façon dont on les dépanne. Il y a toute une série de nouveaux services qui apparaissent et qui seront, je dirais, de plus en plus connectés à des systèmes data que nous devrons gérer, nous, en interne, pour être plus performants sur le marché. Vous remontez dans la chaîne de valeur? Il faut remonter dans la chaîne de valeur et je pense que de plus en plus, on sera des partenaires de nos clients sur leur chantier. C'est-à-dire qu'on réfléchit très sérieusement à embaucher des gens qui sont des ingénieurs d'application et des ingénieurs matériels. Vous avez d'ores et déjà un data analyst chez vous? On a déjà une plateforme, oui, sur laquelle on a des jeunes ingénieurs qui gèrent la data, qui arrivent non seulement des matériels, mais aussi des fichiers clients. Ouais, tout à fait. Vincent Lemoine, sur des matériels de moyenne et petite puissance, est-ce que les enjeux sont partagés? Les enjeux partagés, oui, en effet, complètement. Par rapport à ce qui vient d'être dit, oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur
Moi, je découvre l'environnement JCB, mais JCB travaille depuis très longtemps sur la connexion des machines à travers ce qui s'appelle le LiveLink. Et en effet, ce service apporté aux clients c'est une volonté forte de JCB, du fabricant, vis-à-vis de ses concessionnaires, d'apporter un service complet à ses clients, d'anticiper ou en tout cas d'avoir un lien quasi permanent avec ses clients, de les assister sur chantier par rapport à des problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Et peu importe la taille de la machine, l'idée c'est d'accompagner le client sur l'usage de sa machine. Philippe, chez Liebherr, qui est ici présent, c'est quelque chose effectivement qui avait été poussé il y a quelques années. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans ces contrats de service sous toute forme? Aujourd'hui, les contrats de service progressent à une vitesse, je dirais, très rapide. Et d'ailleurs, notre chiffre service, c'est celui qui progresse le plus vite dans l'entreprise, parce qu'on a des progressions à 2 chiffres chaque année sur la partie SAV. Et justement, c'est l'intégration de ces contrats de service, parce que si demain on veut développer ce qu'évoquait Jean-Michel, c'est-à-dire passer entre guillemets, au prédictif, si on veut gérer le prédictif, il va falloir qu'on maîtrise un peu plus de données machines et avoir l'intégralité du suivi de la machine. Donc c'est vrai que Liebherr a développé depuis de nombreuses années Solidat avec un système de vision globale où nos clients peuvent commander de la pièce de rechange 7 jours sur 7, 24/24, etc. Et il nous faut encore aller plus loin, mais pour, je dirais, s'engager plus loin et plus fort dans la gestion et l'accompagnement du chantier, il faut que ces données-là soient récupérées par nous et que la maîtrise de la maintenance machine soit aussi faite par nous et qu'elle ne soit pas subie. Et là, le travail change, le métier change. Alors, ceux qui ont pris du retard, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des hommes et des femmes de qualité. Et ça, c'est un vrai métier parce que former un bon technicien chantier, on sait le temps qu'il nous faut. On sait que ça se mesure en années. Aujourd'hui, il nous faut des gens d'une polyvalence extraordinaire comme on n'a jamais connu jusqu'à présent, parce que ça doit être à la fois un geek qui se connecte sur la machine, mais qui sait tenir une masse pour sortir un axe. C'est des personnalités quand même avec un spectre très très large, et ces métiers-là qui sont de mieux en mieux payés, parce qu'il ne faut pas oublier cette notion-là, c'est des métiers aujourd'hui qui sont des très beaux métiers et qu'il nous faut rémunérer de manière très très juste et encourager. Et ça, c'est la grande gageure de demain, c'est de faire venir à nous un nouveau spectre de techniciens qui est entre le geek qui adore l'électronique, la connexion machine et autres, parce que même si aujourd'hui les mises à jour des machines, un peu comme les voitures, se font à distance, peuvent se faire à distance, mais malgré tout, la connexion sur la machine reste inévitable à un moment. Et là, il faut des gens quand même très très pertinents dans les diagnostics, quoi. Le fait d'avoir intégré une partie de la distribution de Liebherr en France vous donne-t-elle davantage de moyens ? Clairement, effectivement, on mutualise, donc ça nous donne d'autant plus de moyens. Et c'était aussi un des objectifs qui était clairement affiché. Pour compléter la partie contrat full service, évidemment, c'est la tendance. Elle est aussi liée au fait que aujourd'hui, pour avoir des machines qui ont les rendements qu'elles ont, les consommations qu'elles ont, qui sont très faibles, avec des rentabilités meilleures, on est obligé d'utiliser des technologies poussées. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, quand on avait un entrepreneur qui avait son atelier avec son mécano, il était agile, il était réactif, il pouvait intervenir sur les machines. Aujourd'hui, ça malheureusement, si vous n'avez pas la formation, et nos techniciens, ils ont chaque année entre 1 et 2 semaines de formation systématique. Si vous n'avez pas l'outillage, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça veut dire que, en plus du fait qu'effectivement la clientèle souhaite aujourd'hui on va dire budgétiser son entretien pour pas avoir de surprise. Mécaniquement, on est obligé d'aller vers cette solution. Et puis finalement, c'est du gagnant-gagnant parce que qu'est-ce qui était compliqué pour un distributeur, c'était de faire le pompier. Et quand vous avez des contrats full service, vous organisez avec la data, vous savez quand il faut intervenir. Alors évidemment, la panne qui intervient, celle-là, elle n'est pas calculée. Mais en tout cas, on peut organiser en fait tout le service et on devient bien meilleur. Donc tout le monde est gagnant en fait. Et puis on a du coup des machines qui sont entretenues dans les règles de l'art, selon le... Quel est le taux de contrat de service associé à une machine chez Liebherr ? Nous aujourd'hui, on va dire, on est entre 40 et 50%. Alors évidemment, vu le panel, le portfolio de machines qu'on a, on a des machines qui vont de 14 tonnes à allez, je ne vais pas parler du Manning, mais on va dire jusqu'à 100, 150 tonnes.
forcément, la vision n'est pas tout à fait la même. Il y a des machines, c'est des sites industriels elles-mêmes, donc c'est un peu variable. Mais oui, c'est la tendance. Et chaque année, effectivement, on a une progression à 2 chiffres de contrats qui sont avec les machines. Philippe, vous évoquiez la manutention industrielle tout à l'heure. Là, on est quasiment à 100% de contrats de service. Dans la moyenne qu'évoque Jean-Christophe, dans nos métiers, l'industrie est très demandeuse de ce type de contrat. Sur le BTP, des entreprises de grosse taille y pensent beaucoup, commencent à l'intégrer, et de plus petite taille, ça fait son chemin. Et quelque part, c'est plus la technologie qui va nous y emmener, voire nous y contraindre, puisque ça va plus être presque un choix pour certaines fois. C'est comme dans l'automobile, les petits réparateurs peuvent plus intervenir sur certaines voitures. Dans le BTP, on y arrive aussi sur des machines où la technologie va faire qu'on va y être contraint. Depuis 2 ans maintenant, vous faites face à un marché qui est un petit peu désorganisé, notamment à cause de la supply chain. Comment vous avez fidélisé vos clients? Comment vous leur avez peut-être fait partager vos difficultés? Comment vous avez arrivé à maintenir cette relation client dans une période difficile? Vous avez dû également leur expliquer que les tarifs allaient significativement augmenter. Au niveau des tarifs, je pense que l'ensemble des marchés ont connu ces augmentations, donc eux aussi sont amenés à discuter avec leurs clients d'augmentation de tarifs, donc ils ne sont pas très surpris qu'on en parle nous-mêmes. Concernant le délai d'attente, nous on a essayé de limiter au maximum, justement en passant des commandes programmes de long terme. Donc effectivement, on a été un petit peu squeezé par certains retards ou reports de retard. Les matériels à reprendre ont donc fait un tout petit peu plus d'heures. Ça pose un certain nombre de problèmes pour les reventes. Mais on a connu ça dans d'autres temps, on supporte. On est là pour aussi partager les problématiques avec nos clients. L'important, c'est de trouver des solutions. Donc en fait, c'est en parlant beaucoup avec eux, en étant proche d'eux, et en continuant à essayer de construire des partenariats pérennes, qu'on arrive à trouver des solutions qui le sont aussi, dans des périodes qui sont un peu compliquées, mais qui ne sont pas des solutions, des périodes de dépression qui sont quand même beaucoup plus complexes à gérer que ces périodes où on est quand même sur des volumes importants d'activité. La profession a effectivement connu des périodes plus compliquées. En tout cas, c'était pas la crise de l'offre qui se posait à elle. Vincent, sur la région parisienne, c'est par le service que vous arrivez à reconquérir des clients? Oui, alors ça, forcément sur Paris, les clients sont très friands du service, puisque, entre autres, par les contraintes de déplacement. Donc ils sont très demandeurs. Alors charge à nous, en tant que concessionnaire, de mettre en place des organisations efficaces, ce qui n'est pas toujours facile. Je partage l'avis de ce qui a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nos équipes, nos techniciens doivent avoir des compétences très larges. Et que en termes de gestion de data, outils utilisés, et puis contraintes de la région parisienne. Donc ça, c'est tout l'exercice à savoir faire pour en effet apporter une qualité de service à la hauteur de ce que nos clients demandent aujourd'hui. Les contraintes de la région parisienne, ça signifie qu'une base ne suffit pas pour la couvrir? C'est ça. En tout cas, on ne peut plus couvrir la région parisienne avec une seule base. Aujourd'hui, nous en disposons de 2, avec l'idée d'en monter une 3e pour pouvoir couvrir l'ensemble de la région parisienne correctement. Jean-Christophe, Liber a une base importante en Seine-et-Marne, à proximité évidemment de Paris. Comment vous organisez le SAV depuis cette plateforme? Alors, on est organisé depuis longtemps dans cette région, avec notamment, alors on a évidemment un atelier à Fontenay-Trésigny, mais surtout on a des techniciens délocalisés. On a des livraisons de pièces dans des box, ça veut dire que le technicien récupère sa pièce le matin à 7h. Voilà, c'était pour justement essayer de pallier toutes ces contraintes de déplacement. Et puis là, on vient d'ouvrir une antenne à Taverny, donc de l'autre côté, pour justement aussi avoir rapprocher un point de départ à partir de l'ouest parisien. L'atelier reste incontournable, même si de plus en plus d'opérations se font chez le client? L'atelier est incontournable, effectivement. D'abord parce que ça nous permet de faire des interventions quand elles sont nécessaires, beaucoup plus lourdes que sur chantier. Il y a certaines machines qui sont
dont nous avons obligation à les rentrer en atelier. Ça permet aussi d'avoir une proximité avec les clients. C'est important. Nos clients ont une volonté quand même de sentir qu'il y a une présence proche de chez eux. Ça permet aussi de faire travailler l'ensemble des acteurs locaux. Donc on a, nous, une stratégie de proximité assez importante pour l'ensemble de notre territoire. De la même manière, on a forcément des gros maillages géographiques, c'est d'ailleurs là-dessus que repose le succès et la rapidité d'intervention, et aussi sur des opérations spécifiques comme le Grand Canal, où on va créer un atelier qui va être éphémère, mais un atelier éphémère pour accompagner, en plus de vos agences, en plus de nos agences, pour justement supporter tous les clients Liber qui viendront y travailler. Et c'est pour nous quelque chose de tout à fait naturel, tout comme dans l'industrie, on est capable pour des déchargements portuaires de faire des astreintes jour et nuit sur un week-end, ou encore pendant des campagnes agro-industrielles, d'être pendant 3 ou 4 mois, 24, 7 jours sur 7. On sait s'adapter chacun en fonction de nos secteurs et des demandes de nos secteurs et spécificités des secteurs, à apporter une offre spécifique et qui réponde à son marché local et aux spécificités des matériels que l'on vend, quoi. On a vu depuis quelques années que la tendance était quand même à la concentration dans cette profession. Est-ce que vous avez encore des possibilités de vous étendre? Est-ce que vous le souhaitez? En termes d'extension géographique, je pense qu'on a déjà de grands secteurs. Nul ne sait ce que sera l'avenir. En toute cause, on a encore beaucoup de travail pour bien quadriller nos territoires. Nous, on a une volonté affichée de continuer de se rapprocher de nos clients par une extension de notre réseau d'agences de location, où nos clients retrouvent l'ensemble des produits que nous distribuons, que ce soit des matériels Volvo, bien sûr, mais également les matériels des 3 autres marques que nous distribuons, qui sont Manitou, Mecalac et Toyota. Donc il y a encore beaucoup de travail en termes d'extension, je dirais, endogène sur le secteur que nous maîtrisons, qu'on essaie de maîtriser en tout cas. Ça demande d'abord pas mal d'investissement et puis une capacité à trouver des personnes. Et ça, c'est aussi un des grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est la capacité de nos sociétés à être attractives, je dirais pas sexy, mais presque, puisque aujourd'hui, ce sont les gens qui viennent chez nous, qui nous choisissent, et puis nous qui les choisissons. Donc c'est aussi là une crise de l'offre, mais qui est une belle opportunité si on a une belle marque employeur. Et donc c'est peut-être une opportunité pour revaloriser cette filière. Absolument. Qui est en déficit d'image assez considérable, comme tous les métiers d'ailleurs. Absolument, et on travaille beaucoup sur la relation avec les écoles, bien sûr le ATP et le ton, mais bien d'autres. Beaucoup de visites de nos agences par les classes les plus jeunes possibles, de manière à ce que on revalorise effectivement ces métiers des techniciens principalement, mais aussi d'autres métiers de back-office, parce qu'il y a énormément de travail et qu'il y a de beaux avenirs à proposer à l'ensemble de cette jeune génération en termes de développement de carrière dans nos métiers. Il y a de belles choses à faire. Vincent Sauf a rebaptisé la société. Est-ce que vous voyez des expansions géographiques possibles? Là, dans le périmètre GCB, je dirais que le premier enjeu, c'est déjà d'apporter le service de qualité à l'ensemble de nos clients. En effet, et la région parisienne est grande, donc il y a largement de quoi faire. Ça, c'est une première étape, un premier objectif. En effet, quand on fait quelque chose de bien sur une région, pourquoi pas l'étendre, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. On a vu, Jean-Christophe, que les taux de marge sur les matériels neufs subissaient une érosion significative depuis plusieurs années. Est-ce que le fait d'intégrer une certaine partie de la distribution en direct permet de pallier ce phénomène? En fait, la problématique n'est pas celle-ci. On a, pour la partie terrassement, un réseau de distribution mixte qui est en place. On est en France depuis 1961. Depuis toujours, le choix a été d'avoir un réseau mixte composé de concessionnaires et d'agences.
donc autrefois rattaché à l'usine de production. C'est quelque chose, c'est un modèle qui doit perdurer, qui va perdurer. En tout cas, c'est l'idée qu'a la famille et le groupe sur la distribution. Non, ça ne change rien. On a les mêmes conditions que la distribution, on a les mêmes obligations que la distribution. Peut-être vis-à-vis de la clientèle, des filtres un peu différents parce qu'on s'appelle Liber, mais en tout cas, le résultat qu'on cherche est exactement le même. Et pour répondre peut-être à la question précédente de savoir est-ce qu'il faut s'étendre ou pas, je pense que vous l'avez compris, depuis tout à l'heure, on dit que notre force et notre métier, c'est d'être au service du client. Pour ça, il faut un réseau de proximité, dense, et il faut déjà être bien dans son secteur avant d'envisager d'aller au-delà. Après, évidemment, les marges s'érodent. Il y a plusieurs manières de faire. Nous, on est Liber, donc on ne peut vendre que des Liber. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est une autre partie des arguments pour la fusion avec les autres branches, les distributeurs peuvent, on va dire, s'agrandir verticalement leur portefeuille de produits. Ils peuvent avoir des produits après Liber, avant Liber. Nous, on ne peut pas, donc du coup, nous, on le fait horizontalement. Mais à la fin, le but, c'est celui-là aussi. C'est justement de faire un peu plus de volume, tout en restant dans le secteur. Il n'est pas prévu d'élargir en termes géographiques. On veut être bon là où on est et être encore meilleur. Et on sait aussi, on a quelques constructeurs venant de loin qui aussi ont envie de participer on va dire, au marché qui se passe en France. Mais on sait que la meilleure barrière qu'on pourrait produire, c'est celle d'être les plus forts possibles en SAV, en service, parce que c'est ça qui fait ce qu'attendent les clients de nous, en fait. Donc on l'a vu, c'est un métier qui devient de plus en plus capitalistique pour l'exercer aujourd'hui, mais également pour préparer l'avenir, puisqu'on voit que de nombreux changements et très structurants vont intervenir. Au niveau de l'activité, on a vu qu'elle était bonne, que les ventes étaient en hausse. Est-ce que la rentabilité de vos structures accompagne le mouvement et est-ce que vous arrivez à dégager les capacités d'investissement suffisantes pour préparer ce qu'on vous demande de mettre en œuvre ? Je crois qu'il fallait qu'on y réfléchisse un tout petit peu avant que d'attendre les résultats de 2022 ou 2021. Donc chez VDV, on a toujours réfléchi assez loin, en se disant qu'il valait mieux faire des réserves que de distribuer trop de dividendes. Ça permet d'avoir non seulement des capacités de résistance et de résilience dans les mauvaises périodes, mais aussi des capacités de rebond et d'investissement quand les périodes sont bonnes, ou quand il y a des grandes ruptures qui supposent des mises de fonds importantes pour être présent sur ces ruptures. Donc aujourd'hui, c'est vrai que 21 et 22 nous ont permis de continuer de conforter nos capacités de financement. Et comme je pense qu'on a une stratégie claire et une lecture assez facile de ce que nous voulons faire, on a aussi des partenaires financiers qui nous suivent depuis longtemps. Pour nous, c'est le même constat que Jean-Michel. Il est très clair qu'on n'attend pas... Bon, on vient de vivre des belles années. Si on ne fait pas quelque part des résultats satisfaisants dans des années comme ça, on n'a pas sa place sur le marché. Et pour nous, les résultats sont importants. Je dis toujours, ce qui est important, c'est pas le volume des résultats, c'est ce qu'on en fait. Et c'est ce que Jean-Michel expliquait. Nous, ce qu'on en fait, c'est on distribue entre 20 et 25% aux salariés. Parce que justement, aujourd'hui, il faut fidéliser, il faut qu'on s'intéresse, il faut intéresser nos collaborateurs et les motiver. Et puis, pas de distribution de dividendes depuis de nombreuses années. L'entreprise a 60 ans, c'est pas un hasard. C'est parce que quelque part, il y a aussi de l'austérité intérieure pour que dans les périodes difficiles, on puisse les passer. Et puis surtout qu'on garde des capacités d'investissement fortes parce qu'on a des métiers qui consomment. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait engager 50% de son chiffre d'affaires en commande machine. Et il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Et là, la trésorerie, ça ne s'invente pas. C'est sûr, quand on est une jeune structure, est-ce qu'on est en capacité de le faire ? Alors, la structure JCB Grand Paris appartient au groupe Demain, dans lequel on a une quinzaine d'années d'expérience sur ces métiers de la distribution. On a toujours eu cette approche de gestion familiale de nos entreprises, profitant des belles années, en effet, pour pouvoir poursuivre nos investissements dans nos structures, à travers nos équipes, nos hommes, mais aussi nos moyens de production, à travers les équipements mis à disposition de l'ensemble de nos équipes. En effet, dans le groupe, on a toujours également
suivi nos équipes, savoir les motiver, les intéresser aux résultats. Et ça, c'est très important puisque sur des métiers de service comme le nôtre, c'est la performance de nos équipes qui font la performance de nos entreprises. Et donc ça, on y est très attaché. Donc en effet, la structure JCB rentre dans ces valeurs du groupe avec des investissements permanents. Et en effet, les exercices qu'on vient de passer, 2021 et 2022, étaient plutôt orientés, mais en gardant la tête froide et en continuant à investir, puisque la volonté du groupe, c'est de continuer à se développer. Et de là, on implique nos équipes sur ce qu'ils peuvent remonter du terrain et puis orienter nos investissements par rapport à tout ça. Donc voilà, sur la structure JCB, ça suit le moule de l'entreprise familiale. On a vu que le virage service était déjà engagé et qu'il allait forcément impacter l'organisation de vos structures. Chez Liber Distribution Service, vous avez, je crois, 160 techniciens à l'heure actuelle qui opèrent au quotidien en France. Comment vous voyez cet effectif évoluer dans les prochaines années? Alors, peut-être, parce qu'évidemment, on réfléchit, c'est quoi le service idéal pour le client? En fait, je pense que le client, idéalement, le service sera idéal quand il ne saura même pas qu'on est intervenu sur ces machines. Donc, le rêve, ça serait de pouvoir intervenir à des périodes et des moments autres que les périodes de journée, pour ne pas faire d'arrêt de machine. Ça veut dire la nuit, le week-end. La complexité de cette vision, c'est qu'il faut trouver du personnel adapté. Aujourd'hui, on a aussi cette problématique, en tout cas dans nos tailles de machines, c'est qu'on fait beaucoup d'interventions sur place. Vous ne pouvez pas envoyer un technicien seul. Ça veut dire qu'il faut au moins 2 personnes. Ça veut dire que si c'est en dehors des heures d'ouverture, il faut qu'on puisse accéder aux machines. Donc c'est assez complexe. Et peut-être que dans l'évolution, ça irait vers ceci, c'est-à-dire avoir peut-être des personnels qui ont envie de travailler que le week-end ou que la nuit. Voilà, c'est peut-être ça la tendance. Aujourd'hui, on est plutôt satisfait parce qu'on trouve des personnes de qualité, engagées. Il y a relativement peu de turnover. Il faut dire aussi que, et je rebondis là-dessus, je pense que le métier du technicien aujourd'hui, moi je le trouve plutôt super intéressant. La personne, elle a des outils haute technologie entre les mains pour entretenir les machines. Il y a des machines de haute technologie. La personne finalement est toute seule, il n'y a pas son chef qui est sur son dos toutes les 5 minutes. Elle est aussi l'ambassadrice de la société chez le client. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce métier. Et effectivement, nos collaborateurs, il y a peu de turnover. Les salaires sont plutôt bien. Toujours la question de savoir où est-ce qu'on met le bien, mais en tout cas plutôt confortable. En tout cas à la hauteur des prestations qui sont fournies. Et voilà, après, la difficulté, c'est l'embauche. Trouver le personnel, c'est pas simple. Mais bon, globalement, on est plutôt bien organisé pour l'instant. Jean-Michel, vous l'évoquiez, demain, c'est 100% de contrats associés à une vente de matériel. Est-ce que ce sera aussi 100% de maintenance prédictive, dans l'absolu, 0 arrêt machine non programmé, et la bonne pièce au bon moment pour que le matériel soit toujours opérationnel? C'est l'idée. C'est l'idée. Maintenant, pour y arriver, je pense que c'est un petit peu comme le zéro accident en sécurité. En tout cas, c'est une étoile. C'est ce qui nous meut tous les jours. Et c'est qu'il faut. C'est pour ça qu'on met en place un certain nombre de systèmes et d'organisations pour être le plus efficace possible. Et rendre aux machines des taux d'efficience les plus intéressants possibles pour les clients. On parle bien sûr aujourd'hui beaucoup de TCO, c'est-à-dire de Total Cost of Operation. C'est important pour les clients. On est de plus en plus investi dans leur métier. Il faut donc effectivement, avec les nouvelles organisations qu'on met en place, notamment en termes de gestion de la data, et de gestion, bien sûr, logistique des flux de pièces de rechange, on soit à même de produire aux clients des taux d'efficience les plus exigeants possibles. On y va, c'est sûr, d'autant que, la tendance n'est pas encore aussi lourde qu'en industrie, concernant les chars élévateurs par exemple, mais
nous pensons que d'ici quelques années, assez proches, les matériels seront en location longue durée chez pratiquement tous les clients, soit pour des problèmes de volonté de linéariser les coûts, soit pour des problèmes de capacité d'investissement. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi une crise de l'offre financière. Les matériels augmentent très vite en termes de prix. Les taux sont lourds. Et donc, je pense qu'on a une catégorie de clientèle qui ne pourra plus investir et qui donc se tournera vers de la location. Se tourner vers la location, c'est vendre des heures et donc des matériels qui tournent. Et on peut rajouter que les options techniques ne sont pas encore figées en termes de motorisation, donc ça incite peut-être effectivement à recourir à la location en attendant que des technologies émergent davantage, ou en tout cas on y voit un petit peu plus clair dans le choix que l'on peut proposer à ses clients. Oui, je pense que chez Volvo en particulier, il y a d'abord une période, si vous voulez, il va falloir proposer aux clients toute une série de dispositions qui leur permettent d'aller vers plus de frugalité en termes de consommation, notamment en termes de matériel, des systèmes et des services qui vont les y aider. Et ensuite, effectivement, cette tendance, ce virage vers l'électrification des matériels, l'électromobilité, va pas se faire d'un seul coup. Mais c'est vrai que ne sachant pas trop dans quel périmètre on va se positionner, l'offre location, en tout cas la possibilité de louer des matériels plutôt que de les acheter, est intéressante pour nos clients dans les futurs investissements, sachant qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, ces matériels vont coûter très cher. Et que, en fait, je ne suis pas certain que les prix des matériels puissent être répercutés sur les prix des chantiers, et qu'il faudra donc un nouveau modèle économique pour permettre à nos clients de profiter de cette transition énergétique sans en payer le prix. Philippe, qu'est-ce que ça implique en termes de recrutement et de gestion de la ressource humaine dans vos structures ? Chaque année, actuellement, si le chiffre, je disais que le chiffre service évoluait, il y avait une évolution à 2 chiffres, l'effectif aussi. C'est-à-dire que chez nous, l'effectif SAV évolue de 10% par an actuellement. Donc, et ça depuis 3 ans, c'est pas rien, quoi. Donc, il est très clair qu'on est en relation étroite, nous, avec le LEP de Bruay-la-Bussière, avec Armentières ou avec Bar-sur-Seine, toutes les écoles autour de nous. On a des partenariats très serrés, très étroits. On était il y a quelques jours encore à Colmar avec les équipes de Bruay et les élèves de Bruay. C'est vrai qu'il nous faut faire venir, séduire ces nouveaux techniciens, futurs techniciens, en leur montrant que le métier devient un petit peu plus valorisant encore que ce qu'il était, et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, surtout mieux payé, mais il est vraiment valorisant, et c'est vraiment pour nous un contenu qu'on veut récupérer, et qu'on doit récupérer, je dirais, une grande partie du service apporté aux machines. C'est à nous de mettre les effectifs en face, et la qualité des gens en face. Est-ce que les formations qu'ils suivent les préparent à cette nouvelle réalité du métier ? Et justement, c'est l'inter-échange qui est important, parce que quand on les emmène visiter l'usine Liber à Colmar, on leur montre les choix et les challenges technologiques que l'on a devant nous, et que derrière, il faut bien évidemment aussi fournir des machines à ces écoles-là pour qu'elles puissent faire travailler leurs élèves sur ces nouvelles technologies et les orienter vers du travail sur des machines qui peuvent être électriques, qui peuvent être hydrogènes, qui peuvent être toutes les voies que l'on est en train d'étudier aujourd'hui. Et pour eux, c'est une révolution, tout comme pour nous, hein, très clairement. Mais d'un autre côté, les plus jeunes sont plus réceptifs parce qu'ils entendent ça depuis longtemps et ils sont presque dans l'attente, et c'est une bonne nouvelle pour nous. Vous aviez déjà du mal à recruter sur des profils très traditionnels de mécaniciens, de chaudronniers. Est-ce que demain, sur des profils peut-être un petit peu plus qualifiés, en tout cas différemment formés, vous pensez que vous aurez encore plus de mal à les attirer dans vos structures ? Moi, je pense qu'il faut se créer des opportunités. Philippe en parlait, on a nécessité absolue d'intégrer les jeunes le plus tôt possible. En ce qui concerne notre groupe, on a une 40aine d'alternants en permanence. C'est aussi en leur proposant, si vous voulez, d'intégrer les sociétés le plus tôt possible, qu'ils peuvent voir aussi et se faire une idée de ce que peuvent être des métiers intéressants demain.
Donc c'est à nous de créer notre propre offre, en fait, en allant chercher la jeune génération le plus tôt possible dans les écoles. Je crois qu'il ne faut pas attendre en se disant il n'y a personne sur le marché. Proactif. Ouais. Soyons proactifs. Toujours proactif. Vincent, sur une région francilienne qu'on dit moins attractive, et en tout cas avec un coût de la vie supérieur, est-ce que la difficulté est amplifiée sur une jeune structure telle que la vôtre ? Amplifiée, je ne pense pas. Elle existe, comme dans toutes les régions en France. Après, je dirais à nous de rendre notre entreprise ou nos entreprises le plus attractives possible. En effet, on est en lien avec les écoles. On multiplie le nombre d'actions pour se faire connaître, ou en tout cas pour que vendre nos entreprises auprès des écoles ou d'éventuels candidats. On est très appliqué dans le groupe sur les périodes d'intégration et notamment le partage d'expérience entre les techniciens pour que entre les anciens et les nouvelles générations, chacun apporte le plus possible, ou en tout cas apporte ses connaissances, son approche du métier. Et là, c'est des exercices passionnants, parce que notre métier est passionnant par la technologie des machines, par la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Nos techniciens sont nos meilleurs ambassadeurs, parce qu'ils sont en lien direct avec les clients, souvent dans des interventions d'urgence. Et donc ce partage d'expérience, ce retour d'expérience entre des générations différentes est très intéressant. Et tout ça, quand on a l'occasion d'avoir des candidats, qui est un exercice permanent, c'est des choses qu'on tient à leur montrer dans le groupe, ou en tout cas leur montrer que ça existe dans nos modes de fonctionnement, et c'est pas que écrit sur les murs, mais c'est aussi dans la pratique. Donc en effet, c'est la carte qu'on joue aujourd'hui pour essayer, comme tout le monde, d'attirer de nouvelles compétences dans l'entreprise. Jean-Christophe, on parlait des nouveaux services que vous devez intégrer dans vos sociétés. Est-ce que demain on peut envisager un spécialiste de l'énergie dans votre structure, des spécialistes comme chez Jean-Michel du traitement de la donnée? Comment vous voyez évoluer vos collaborateurs? C'est clair qu'on va dans cette direction. Si on ne la prend pas, on rate une étape et on risque d'avoir des difficultés. Ce que je rajouterais simplement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi faites à travers les usines, puisque, encore une fois, on est un constructeur français, européen. Donc il y a tout ce qui est data, c'est travaillé, je dirais, à la source. Et puis ensuite, on a des retours d'informations. Et évidemment, on se sert de ça. Et aujourd'hui, c'est indispensable. Après, pour rebondir sur la partie attraction, on fait tous pareil. Hein. On va tous dans les écoles, on amène notre expertise, que ce soit pour les enseignants, on fait venir les élèves, on fait visiter l'usine. On a la chance d'avoir une usine en France, donc c'est un avantage indéniable. Et puis après, on travaille au travers de nos syndicats de branche, où il y a aussi beaucoup de promotions. On essaie d'attirer les jeunes. Il y a des bus qui vont dans les écoles, on fait des films. On est obligé aujourd'hui, effectivement, de redorer un peu l'image de notre métier, qui, le technicien, il est dehors, il est dans l'huile, c'est sale. Non, c'est plus ça du tout. Et je me souviens d'une école de mécaniciens auto qui était venue justement à Colmar, où finalement, ces gens, ils avaient des yeux énormes en regardant, parce que pour eux, leur avenir, c'était quoi? C'était un atelier automobile. Je viens le matin, je fais ma mécanique. Quand on leur expliquait ce que faisait un technicien chez nous itinérant, il y en a sur, je crois qu'il y avait 15 élèves, il y en a 3 qui ont souhaité basculer dans notre métier, quoi. Donc voilà, il faut qu'on fasse la promotion de notre métier. Au travers de ces services, vous l'avez dit, Jean-Michel, de plus en plus de locations, en tout cas d'offres locatives à différentes variantes et sous différents formats. C'était évidemment une façon de fidéliser le client et de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. Vous devenez le partenaire incontournable de votre client. C'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Je crois que ce qui est important, c'est de lui proposer l'ensemble des services dont il a besoin et qu'il demande. Donc c'est une écoute permanente de nos clients au plus proche de ses préoccupations quotidiennes, qu'elles soient en termes de matériel, mais qu'elles soient aussi en termes de réflexion sur son métier. Je pense que plus on avance et
plus on a des clients qui nous demandent de réfléchir avec eux sur la façon de faire leur métier. Je ne dis pas qu'on va devenir des spécialistes, mais en tout cas, je le disais tout à l'heure, on est en train de réfléchir très sérieusement à intégrer chez nous des ingénieurs d'application et des ingénieurs matériels pour faire des tables rondes avec les clients, parce qu'il y a une rupture technologique qui arrive, et c'est important de savoir réfléchir ensemble sur la meilleure manière d'appréhender cette rupture technologique qui arrive, dans leur métier comme dans le nôtre. Donc là, vous définissez la solution pour votre client. Commune. C'est commune. Oui, je crois que c'est une réflexion, mais c'est de l'interaction, totalement. Et je trouve que ça, c'est un vrai partenariat. C'est le chantier clé en main que vous oui. livrez. Bon, on a aujourd'hui des systèmes qu'on peut leur mettre à disposition, comme Task Manager chez Volvo, où effectivement c'est une aide à la décision. Et je pense que plus on avance et plus la relation s'interconnecte en fait entre les clients et les distributeurs. Si on considère, puisqu'on l'a dit, le mot a été prononcé, frugalité, que demain on vendra moins de machines neuves, est-ce que ce nouveau modèle économique peut se mettre en œuvre dans vos structures et assurer la pérennité telle que ça a jusque-là fonctionné? Ça a déjà commencé, puisque de toute façon, l'érosion des marges est pas nouveau. Il est amplifié par l'augmentation du prix des machines, mais il n'est pas nouveau. Et effectivement, c'est plutôt un transfert aujourd'hui qui s'effectue dans l'équilibre de nos différents bilans. C'est un transfert puisque le service reprend de la vigueur. On amène des contrats, donc ça nous permet de retrouver une valeur ajoutée complémentaire. On amène de la location qui nous consomme énormément de capital, ça c'est clair, mais qui nous aussi nous permet de retrouver une autre profitabilité. On se rend compte qu'aujourd'hui, les métiers du D, du L et du R, de DLR, n'en est qu'un, et que la rentabilité, elle s'équilibre sur ces trois pieds. Et comme un bon tabouret, il faut au moins 3 pieds pour que ça marche. Donc c'est le tabouret du distributeur aujourd'hui qui est loueur et qui est réparateur, parce que cette marge, elle glisse de la seule distribution autrefois où la réparation était un mal nécessaire. La réparation est devenue maintenance. C'est devenu une prestation de service à part entière. Et la location, un complément de mise à disposition. Je dis toujours, mon métier n'est plus de vendre du matériel, mon métier est de mettre à disposition une solution à nos clients. Et forcément, ça regroupe le D, le L et le R de DLR, très clairement. Ce qui veut dire que vos structures sont le maillon fort entre le client et le fabricant, et pas forcément le maillon faible tel qu'on aurait pu penser que ce soit le cas. Dans la mesure où, comme le dit Philippe, on a investi sur les 3 piliers de notre profession, je pense que oui. Par contre, pour ceux qui sont en train de se poser des questions, il est je pense, sans vouloir donner de conseils, il est largement temps de s'y mettre, parce que les 3 piliers sont indispensables, les 3 piliers sont générateurs de valeur ajoutée, mais il faut les 3 pour que la rentabilité soit au rendez-vous. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer aux questions des internautes. Pour cela, j'appelle Mathieu qui relaie les questions. Mathieu, y a-t-il des questions pour nos invités ce matin ? Tout à fait, Jean-Noël. Pas mal de questions sur le chat aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps de toutes les poser. En premier lieu, est-ce que la location intéresse aussi les PME ? Et si oui, sous quelle forme de contrat ? Vincent. Forcément, la location est un mode de consommation aujourd'hui, comme à une époque, uniquement la propriété, l'acquisition. Ce que les distributeurs offrent aujourd'hui, c'est de la location avec le service associé et de la location plutôt moyenne et longue durée. En effet, elles intéressent les PME. Alors, suivant les secteurs d'activité, l'industrie, je crois que c'est des choses qui sont parfaitement rodées. Sur les PME, notamment dans le métier de la construction, c'est aujourd'hui le fait que la distribution propose ce service. Aujourd'hui, ils en sont attentifs. Alors, en fonction de l'état d'avancement de réflexion dans les entreprises ou des organisations, c'est des choses sur lesquelles ça peut aller plus ou moins vite. Mais en effet, c'est des choses qui sont où nos clients, utilisateurs, sont en tout cas attentifs à ce qu'il se passe et les services associés à travers ce mode de consommation.
Philippe, un commentaire? Oui, les PME sont plutôt orientées aujourd'hui sur de la location un peu plus précaire, un peu plus courte durée, un peu plus instantanée, réponse à un chantier, réponse à un besoin ponctuel. Un petit peu moins sur la notion de location complète avec service intégré. Après, je pense que ce qui pourra les amener un peu plus sur cette location plus longue, plus intégrée, c'est l'évolution de la technologie, où les entretiens pourront être moins faits par les entreprises elles-mêmes. Et là, quelque part, c'est plus le diktat des émissions CO2 qui va s'imposer à nous tous plus qu'un choix. Mathieu, une autre question? Alors justement, en matière de service, est-ce que vous proposez d'autres contrats au-delà de la simple maintenance? Et quelle marge attendez-vous de ces contrats pour les pérenniser? Jean-Michel? Tout type de Bon, là maintenant, c'est une grande famille. Ça commence à la station-service, hein, c'est-à-dire on change des filtres et les lubrifiants, jusqu'à des contrats très complexes qui peuvent aller jusqu'au contrat d'efficience. Tout à fait. Donc là, vous vous engagez une productivité. On s'engage sur des productivités, sur des taux de rendement. Bon, les ressources mises en œuvre ne sont pas du tout les mêmes. Et d'où l'intérêt de préparer le chantier avec le client. Voilà, c'est là qu'il faut vraiment travailler le sujet en profondeur avec le client. Ça suppose aussi des organisations différentes. Quelle marge en attendons-nous? Je pense que c'est la marge nécessaire pour continuer à se développer, mais elle est intéressante parce qu'elle est en fait partagée avec le client. Ce que nous gagnons, le client le gagne aussi. C'est-à-dire, moins une machine tombe en panne, moins il y a de tension, plus les choses se passent facilement, plus les choses sont fluides et plus la relation est bonne. Et surtout, plus ce que le client demande à nos matériels se fait bien. Et donc, je dirais que c'est un gain partagé, en fait. Jean-Christophe? Je partage totalement. Non, je n'ai rien à rajouter. Voilà. Il y a une foultitude de contrats possibles. Et effectivement, ça se détermine en amont avec le client. Et encore une fois, effectivement, c'est du gagnant-gagnant. Mathieu? On a beaucoup parlé des machines dans leur complète. Sur les pièces détachées, où en sont les délais et quelle est l'augmentation des prix sur ces articles? Aujourd'hui, sur les pièces détachées, pour nous, c'est toujours d'être puisque c'est la clé du succès du service, c'est-à-dire que si on n'est pas capable d'arriver avec la pièce, on n'est pas capable de remettre la machine en route, donc il n'y a rien qui fonctionne dans nos organisations. Donc aujourd'hui, c'est clair que la veille pour le lendemain, c'est la règle. Après, en fonction des endroits en France ou autres, ça peut être un peu plus tôt dans la journée et d'autres un peu plus tard, ça dépend de nos usines, de nos supports et de la logistique. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est plutôt axé sur la veille pour le lendemain au niveau de la pièce. Après, au sujet des prix, oui, les pièces de rechange ont augmenté de manière générale. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que de l'ordre plutôt de 15% sur les 18 derniers mois, ce qui explique aussi qu'il y a eu des révisions de contrats de service, parce que les choses qui composaient un contrat de service, c'était de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, je pense que tout le monde a dû augmenter en France. Ensuite, les pièces ont augmenté de 15%. Le carburant dans nos fourgons, ils ont augmenté. Et nos fourgons, ils ont sérieusement augmenté aussi. Donc, quelque part, même si c'est pas un instantané, puisqu'on n'a pas acheté nos fourgons aujourd'hui, mais tous ces coûts-là s'intègrent et font qu'il y a des révisions de prix un peu dans tous les contrats existants. L'augmentation des prix passe mieux que l'allongement des délais? Aujourd'hui, qu'est-ce qui passe mieux? C'est plus au client de le dire. Ça dépend, je crois, de sa contrainte à lui. S'il a besoin urgent de la machine, je n'oserais pas dire que le prix est au second plan, mais presque. Et il y a eu une période où c'était tellement tendu qu'effectivement, on ne parlait même plus de prix. C'était la disponibilité de la machine qui faisait sa valeur. Comme quoi, tout peut être relatif aussi, et que même un prix qui augmente fort peut être au second plan quand on en a vraiment besoin et que la priorité, c'est de produire. Jean-Michel, un petit commentaire? Sur les pièces de rechange, oui, je pense que l'important, c'est la disponibilité, parce que rien ne coûte plus cher à un client que une machine en panne. On a aujourd'hui, je dirais en parallèle et en complément, des systèmes qui nous permettent de prévoir les pannes.
C'est pas encore systématique, mais ça tente à le devenir. On a de plus en plus d'informations sur les machines. Les machines nous parlent et nous permettent de mettre en place des interventions proactives, ce qui pour le client est un gain incommensurable par rapport à l'évolution des prix d'une pièce de rechange, parce que même si on prend 15% sur une pièce de rechange, une machine en panne pendant une journée ou deux, ça coûte beaucoup plus cher. On a bien compris que vous n'étiez plus distributeur, mais apporteur de solutions. C'est ça, oui. Mathieu, une dernière question pour nos invités. Pour terminer, on va parler de la transition énergétique. Comment sont perçues l'arrivée des engins électriques par vos clients ? Vincent. Alors, sur la partie JCB, en effet, c'est un fabricant qui travaille de longue date sur les nouvelles technologies à travers les gammes électriques et hydrogène. Moi, je découvre en même temps, j'ai eu l'occasion de voir des essais de machines. Voilà, donc je dirais comment c'est perçu par les clients. Je pense que tout le monde est encore en observation par rapport à tout ce qui peut se présenter. Moi, j'aurais tendance à dire, je ne crois pas à tout l'électrique. Je pense que on va tendre vers quelque chose avec un mix produit, puisque en effet, suivant les gammes de machines, vouloir alimenter en électrique des matériels de 25 tonnes, c'est impensable. Et puis, ce qui était partagé tout à l'heure, il y a des contraintes de prix qui sont très fortes. Et aujourd'hui, qui peut porter le coût ou le surcoût d'une machine électrique? Voilà, donc je dirais qu'à Paris, les gens sont très curieux, puisque en fait, les gammes électriques sont demandées ou sollicitées. Ça, pour nous, le terrain de jeu est plutôt propice. Voilà, à nous de prendre cette voie, en mettant en place des organisations à travers nos forces commerciales, mais aussi nos compétences techniques pour accompagner tout ça, parce que c'est pas le tout de mettre des nouvelles technologies sur le marché. Il faut savoir suivre ces machines. Philippe. Oui. Ce qui me surprend toujours, c'est qu'en fait, en France, il se vend 2 millions de voitures, il se vend 250 000 fourgonnettes 3,5 tonnes, il se vend 50 000 poids lourds. Et nous, avec nos 5 000 machines TP, on est traités et on a les mêmes exigences technologiques que tout cela. Bon, je ne pense pas que dans le poids... C'est dire l'intérêt qu'on porte à la filière. C'est dire l'intérêt qu'on porte à la filière, mais il est clair qu'on a les mêmes contraintes que tout le monde. Le seul effet très très négatif pour nous, c'est que le poids du développement, de la recherche et du développement que font nos constructeurs va peser énormément sur le prix des machines, contrairement à des voitures qui sont produites en millions. Nous, le volume machine, il n'est pas en millions. Donc le problème, c'est que le coût du développement R&D sur toutes ces machines-là a un impact terrible. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre que les machines qui sont vendues 1 vont être vendues 3 et que des fois, ce qui est vendu 1 va être vendu 5. Donc c'est une pelle moyenne qui peut être vendue 200 000. Elle passe à 600 ou à 1 million. Il est très clair qu'on va tous se regarder dans le blanc des yeux. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? En plus, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est que contrairement à l'automobile où le véhicule va à la station-service, c'est la station-service qui doit aller aux machines. Donc pour répondre à la question que pensent les clients, évidemment, on a tous envie d'aller vers cette solution, puisqu'on sait pourquoi on doit le faire. En revanche, le prix des machines et la logistique d'approvisionnement sont un réel problème dans cette discussion. Et on s'aperçoit, on a beaucoup de pédagogie à faire face au pouvoir public pour faire comprendre que notre métier n'a rien à voir avec celui de l'automobile ou du poids lourd. C'est ça la vraie difficulté. Juste pour ajouter une précision, je pense qu'il faut un peu quand même se tourner vers des pays qui sont peut-être plus en avance que nous, toujours d'ailleurs, ce sont les pays scandinaves, qui ont pris le parti, déjà dans les véhicules automobiles, de pousser très très fort sur les véhicules électriques. Et pour les mettre à l'ETP, ils prennent la même voie. Donc il y a déjà des matériels Volvo qui travaillent en full électrique en Norvège, en Suède, en Finlande, chez des clients, ce ne sont pas des prototypes. Les premières machines, je dirais, full électrique arrivent sur le marché. Évidemment, ça sera un nouveau modèle économique qui va se mettre en place. Nous ne pensons pas que ce sont des machines qui vont être vendues. Elles seront mises à disposition. La question est de savoir comment.
mais en tout état de cause, le modèle est déjà en route et est en train de naître. Et vous l'avez déjà travaillé. À ceci près, si je On y réfléchit. peux juste rajouter quelque chose, c'est que dans ces pays-là, l'État finance toute la partie qui est au-delà du coût de la machine thermique. Donc forcément, si aujourd'hui nos clients leur disent vous payez 1 et le reste c'est l'État, on est tous intéressés, mais je ne pense pas qu'on ait les moyens en France de... Voilà. Mathieu, une dernière question. Alors, est-ce que l'occasion est une piste potentielle pour vous? Une piste de quoi? De valeur de votre commerce, oui, Elle a le mérite d'être disponible. Oui, plus trop en ce moment, mais parce que forcément, quand il y a un peu de mal à avoir du neuf, le marché de l'occasion se tient. Donc en ce moment, c'est compliqué de trouver une machine d'occasion. Mais oui, bien sûr que ça fait partie du business model. Il y a la vente, il y a la location, il y a l'occasion, et puis le service. Voilà, ça c'est les piliers en fait de notre métier. Ouais, moi, je pense que c'est même l'occasion, c'est un mot qui n'existera plus, je pense, dans quelques années. On va parler de deuxième et troisième vie de machines, parce qu'on va aussi vers du reconditionnement, vers des mises à disposition de matériel qui seront en parfait état, mais qui ont été reconditionnés. Et ça répondra aussi à certaines questions en termes de prix. On ne sera pas obligé pour ceux qui n'ont pas les moyens, ou qui n'en ont pas la nécessité en termes d'engagement horaire, d'acheter du matériel neuf. On pourra très bien se retourner vers des matériels reconditionnés et qui auront une deuxième vie tout à fait convenable. Ça existe déjà aux États-Unis, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable. Que ça ne fonctionne pas non plus en France. Après, la seule limite, c'est le rebuild. On en a tous fait, on l'a tous essayé. Il faut que ça reste dans les 60-65% d'une valeur neuve. Et le souci aussi aujourd'hui, c'est que ça ne suit pas le changement technologique en termes d'émissions. Donc il faut juste savoir jusqu'à quand on remonte. On peut faire du rebuild pour être encore accepté sur les chantiers en termes d'émissions et autres. C'est la seule difficulté. D'où l'intérêt d'être des professionnels aguerris, présents depuis longtemps sur le marché pour avoir justement cette expertise à apporter aux clients. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine réunion de Chantier de France. Ah, voilà. Super, merci.